Bonjour. Là, on va démarrer immédiatement. Le menu du jour, donc le sujet du jour. Pourquoi est-ce que on parle encore de RFE? Pourquoi ça reste un sujet dont il faut se saisir? Qu'est-ce que nous proposons ensemble avec Esker, donc Floa et Esker? Le cœur de cet événement, c'est de décrypter ensemble un certain nombre d'idées reçues. Alors ces idées reçues, elles viennent du terrain, elles viennent de vous, elles viennent des clients finaux, des utilisateurs qui se posent 1000 questions aujourd'hui sur les sujets de la RFE et notamment de ces plateformes agréées, de leur rôle, est-ce qu'elles sont prêtes, est-ce qu'elles sont pas prêtes, etc. Donc on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de rentrer plus dans le détail par rapport à toutes ces questions. Vous aurez encore, et ça c'est certain, 1000 questions auxquelles aujourd'hui on ne pourra pas répondre. Quoi qu'il en soit, comme je le disais précédemment, posez-les dans le chat. Nous pourrons collecter ce contenu-là. Ça sera vraiment l'occasion pour nous d'aller encore plus loin sur la production de contenu et pour vous amener encore plus d'informations par rapport à ces sujets et vous permettre, ben, vous, de devenir des vrais experts à nouveau, encore plus, sur ce sujet de la RFE. À la manœuvre aujourd'hui, donc moi je suis Claire Beunier, responsable des opérations chez Floa et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anna. Je te laisse te présenter, Anna. Oui, donc bonjour à tous. Anna Mévélec, donc je suis chef de produit chez Esker donc en charge de l'interopérabilité et la conformité de nos solutions en France et à l'international, puisque Esker aujourd'hui couvre plus de 60 pays et membre également des commissions RFE de l'AFNOR, sur laquelle je peux vous toucher un mot d'ailleurs, si tu peux passer à la slide Ouais, tout à suivante. fait. Donc À pour quoi ça rappel, sert les commissions AFNOR, Anna? voilà, un petit peu de contexte donc sur les commissions AFNOR. Donc ces commissions, elles ont pour but d'harmoniser les pratiques et donc d'établir des normes techniques autour de la réforme de la facture électronique pour qu'elle soit utilisée par tous les acteurs de manière standardisée. Donc il y a plusieurs sessions de travail qui ont été organisées depuis le début de l'année. C'est à peu près toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine des fois. Des groupes de travail avec différents acteurs, des éditeurs, des cabinets de conseil, la DGFiP elle-même, la IFE ou encore des membres de l'AFNOR, pour qu'on puisse échanger sur différents sujets, établir des normes communes et des pratiques communes entre nous. Donc Esker, nous on a rejoint la commission au tout début, au moment du lancement. Donc on fait partie des premières plateformes agréées à être membre de la commission AFNOR. Et puis voilà, plusieurs sujets qui sont abordés, notamment la facture électronique, les reporting, les cas d'usage, et puis la standardisation des API entre plateformes agréées et puis les solutions compatibles, autrefois appelées OD. Merci, Anna. Donc, tous ces points-là, on creusera certains d'entre eux un petit peu plus en détail en suivant. Euh, Pourquoi est-ce que nous avons fait ce webinaire aujourd'hui? Ben, je le disais déjà un petit peu en introduction. Euh, le sujet de la RFE, nous sommes tous abreuvés, inondés, noyés sous des quantités de contenus, d'avis, de communication sur ce sujet-là. Ça crée des dissonances, ça crée des situations aussi de questionnement, des situations de doute. Et c'est la raison pour laquelle bah, nous avons voulu nous lever un petit peu le voile sur un certain nombre de sujets. Avant de rentrer dans le détail des questions, je vais te laisser Anna à nouveau représenter qui est Esker pour que ce soit clair pour tous les participants. Oui, bien sûr. Donc, du coup, Esker, donc on est éditeur de logiciels français, mais qui est représenté maintenant dans plus de 15 pays. On est donc plateforme agréée immatriculée numéro 0005 depuis l'année dernière. À l'origine, on est plutôt axé sur ce qu'on appelle la suite Office of the CFO, donc qui automatise l'ensemble des processus
de Six Source to Pay ou Order to Cash. Mais en parallèle, partie intégrante de nos solutions, on garantit également la conformité complète des factures, donc en France, mais aussi dans plus de 60 pays, tout en accompagnant nos clients sur leur processus métier, notamment grâce à l'intelligence artificielle et aussi grâce à notre expertise de plus de 40 ans dans le traitement des factures. Et on est reconnu par ailleurs leader par un analyste qui s'appelle IDC, un analyste de renom donc dans son MarketScape sur les spécialistes de la conformité en Europe en 2024. Donc pour vous, en fait, Anna, la conformité en Europe, la conformité dans le monde, la conformité en France, ça fait vraiment partie des fondamentaux de la solution ESCAR. Tout à fait. On a travaillé sur d'autres pays avant la France. On travaille en parallèle de la France sur d'autres pays également qui prévoient d'instaurer des mandats de facturation électronique. Donc c'est un peu notre dada. D'accord. Alors très rapidement, qui est Floa? Je pense que tout le monde autour de cette grande tablée connaît plus ou moins qui est Floa. Nous travaillons sur deux sujets particulièrement. Le sujet de la dématérialisation des documents. Notre plateforme TED, elle est connue pour proposer des parcours simplifiés, accessibles, permettant aux entreprises PME, petites ETI, d'accéder facilement à des services de dématérialisation, factures, bulletins, etc. Ça, c'est notre plateforme TED que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et notre deuxième grande expertise concerne tout ce qui va être connexion avec les ERP, notamment avec la plateforme IO que vous avez à droite en bas, qui va permettre du coup de fluidifier les échanges entre des applications tierces et les ERP aujourd'hui avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Donc c'est ces deux sujets-là qui nous amènent en fait à avoir créé avec Esker, donc c'est un partenariat qui est initié depuis 2022, un projet de création d'une solution e-facture qui soit conforme avec la réglementation de la RFE et qui soit du coup dans les standards de ce qu'on a l'habitude de déployer avec TED, c'est-à-dire facile à déployer, facile à prendre en main et rapide surtout à mettre en œuvre. Aujourd'hui, sur cette offre-là, on a un peu plus de 100 clients qui ont été onboardés. Donc, c'est plutôt une bonne perf, sachant qu'on est à moins de 2 ans de lancement commercial et une quinzaine de partenaires distributeurs. Beaucoup d'entre eux sont présents aujourd'hui, qui aujourd'hui distribuent cette solution-là. Le concept de l'offre que l'on a fait ensemble du coup avec Esker, c'est première brique, proposer une connectivité efficace, rapide, sûre avec les grands ERP du marché qui vont de Sage 100, FRP 1000 X3, EBP, Penny et Microsoft Dynamics Business Central. Ça, c'est la première brique, donc brancher rapidement, facilement. Deuxième étape, deuxième brique, c'est ce qui va permettre de déployer dans les meilleures conditions un déploiement réalisé par un consultant qui peut s'asseoir à côté de son client, une formule un peu conversationnelle dans un formulaire qui permet du coup de déployer une solution Esker clé en main, prête à être utilisée par les clients en un temps record. Je voudrais juste, Anna, te questionner par rapport au positionnement d'Esker historique sur votre cible client avec laquelle vous avez l'habitude de travailler pour permettre à tout le monde de comprendre quelle est la position de l'offre que l'on a conçue ensemble. Alors, nous, côté Esker, notre positionnement historique, c'est plutôt les grandes entreprises, les ETI. Et nous, on voyait un partenariat avec Floa un peu comme une évidence pour nous permettre aussi d'adresser les besoins des PME grâce à un partenaire. Et c'est de là qu'est né notre partenariat. Et donc, ce que vous devez tous avoir en tête, c'est qu'on ne vient pas réduire fonctionnellement l'offre Esker, qui est une offre extrêmement riche fonctionnellement parce qu'elle permet aujourd'hui de répondre à
tous les cas d'usage quasiment qui peuvent être rencontrés parmi nos clients, mais on vient rajouter une surcouche de facilité de connectivité, facilité de prise en main. Voilà, c'est vraiment ce que vous devez garder à l'esprit pour la suite de cette présentation. On a tenu notre premier timing, Anna, donc on va pouvoir enchaîner, si vous voulez bien, sur le sujet des questions. Et la première, en tout cas, idée reçue, question qui nous est régulièrement posée, Anna, c'est est-ce que cette réforme ne va pas être à nouveau, comme on en a l'habitude, reportée? Alors, on Bonne va dire que question. l'heure n'est plus aux espoirs de report, je pense. Les travaux sont quand même bien engagés, que ce soit au niveau de la commission AFNOR, des auditeurs, des plateformes agréées. Tout le monde est à pied d'œuvre pour sortir cette réforme en temps et en heure, aussi la DGFiP. Je pense que la partie invoicing a très bien avancé, notamment grâce aux commissions. Et maintenant, je pense que le gouvernement mise plus sur une simplification sur la partie e-reporting qui comporte encore peut-être quelques flous, mais on l'a bien vu récemment avec une note de simplification sur les règles de e-reporting. Je pense qu'ils vont plutôt se diriger sur cette ligne-là que de repousser maintenant la réforme. Là, il y a des enjeux aussi politiques pour eux, donc Il y a là, besoin d'argent, là, non, en ce moment. exactement. Donc, je pense que il faut pas oublier ça. Et puis après, le risque d'être non conforme au 1er septembre 2026, c'est du coup se risquer à des pénalités qui, je le rappelle, sont de 15 € par facture non conforme et de 250 € par transmission de e-reporting non conforme. Donc voilà, ça D'accord. peut entraîner des conséquences financières et en plus des conséquences opérationnelles dans le retard des factures, le retard de paiement, des factures rejetées, etc. D'accord. Donc tu confirmes, toi, de ton point de vue aujourd'hui, recevoir pour tous des factures au format électronique au 1er septembre 2026, ça reste d'actualité. Je Oui, rappelle juste que obligation de démission concerne les grandes entreprises et les ETI à partir du 1er septembre 2026, puis 1er septembre 2027 pour tout le monde. Donc en gros, il nous reste 18 mois en face de nous, là, globalement, pour atteindre un niveau de conformité euh, qui soit dans les clous par rapport à la RFE. même moins d'un an pour la partie réception. Ouais, ouais, ouais. Ok. Deuxième question, Anna. Oui. Est-ce que nous devons attendre de savoir quelles seront toutes les plateformes agréées qui seront officiellement immatriculées par l'État? Alors, pour moi, c'est primordial d'anticiper, bon, vous l'avez sûrement entendu, mais primordial d'anticiper au maximum le choix de sa plateforme. Pour moi, la majorité des plateformes agréées qui sont déjà listées aujourd'hui, c'est des acteurs historiques. Ils sont déjà tous présents. Et les nouveaux entrants sont pour la plupart en marque blanche. Faut savoir que 30% des plateformes agréées aujourd'hui sur la liste officielle de la DGFiP sont en marque blanche. C'est une estimation en plus, donc c'est probablement plus, c'est à minima 30%. Et donc, ça veut dire qu'elles reposent elles-mêmes sur une plateforme agréée pour leur immatriculation. Donc, ça réduit le nombre de marques blanches, de plateformes De agréées, VD, pardon, oui, de propres. véritables plateformes agréées qui portent toute la technique, je dirais, Exactement. et qui répondent au cahier des charges, et notamment cahier des charges du Second Cloud, des normes, etc. Oui. Et pour Ok. moi, c'est déjà trop tard de construire sa PDP from scratch aujourd'hui. En tout cas, c'est Et utopique. alors, d'après toi, du coup, pourquoi, enfin, quels sont les bons critères alors pour faire son choix? Eh ben, tout simplement, il y a un gros travail pour moi de préparation et d'identification de ses besoins. Euh, Ça passe par cartographier ses flux, comprendre
ces flux, quels seront ceux relatifs à l'e-invoicing, quels seront ceux relatifs au e-reporting. Après, bien comprendre la valeur ajoutée de chaque plateforme agréée, puisque bien entendu, elles ont tout un tronc commun à respecter pour être immatriculées. Mais au-delà de ça, elles vont apporter d'autres valeurs, donc savoir comment ça complète les outils qu'on a déjà aujourd'hui, etc. Donc, si je résume, le sujet n'est pas d'attendre, mais le sujet est de bien réfléchir de votre côté sur ce dont vous avez besoin pour identifier le partenaire PA, qui sera le partenaire qui saura répondre à la fois aux enjeux métiers, à la cartographie des flux et à toutes les spécifications que vous aurez. Question suivante. Une plateforme agréée, c'est un logiciel de facturation. Ça sert à faire des factures. Est-ce que tu es Alors, d'accord avec ça, Anna? pas vraiment. C'est déjà avant tout un tiers de confiance qui est censé garantir et qui garantit la conformité technique des factures et leur transmission auprès du concentrateur des données, donc le PPF, dans le cadre réglementaire qui est imposé par la DGFiP. Donc, cette PDP, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est censée compléter vos outils existants, mais en aucun cas, elle ne va créer de facture. Le but de la Donc la plateforme facture agréée, c'est reste vraiment… l'apanage de la solution de gestion, de l'ERP, de la solution de facturation qui va Tout à venir fait. communiquer avec la PDP. C'est ça, exact. Donc du coup, on est d'accord, si c'est comme ça que ça fonctionne, que la qualité de la data, le contenu de la facture pour être en conformité, c'est bien côté ERP que ce sujet-là va être traité. Oui, bien sûr. Et pas, enfin, l'outil ERP va forcément aider à la création du contenu. Et c'est aussi de la responsabilité des entreprises de bien comprendre ce qui est attendu par la DGFiP en ce sens-là pour apporter le bon contenu. La plateforme agréée, elle va avoir un rôle de contrôleur avant d'envoyer cette facture auprès de la DGFiP pour s'assurer qu'elle sera bien acceptée et contrôlée par la DGFiP ou qui pourra récupérer les données. Mais nous, on a vraiment ce rôle de contrôle du contenu pour s'assurer qu'il est cohérent par rapport à ce que la DGFiP peut attendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail en amont pour comprendre ce qu'on doit avoir dedans, puisque il s'agit forcément du secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue. Entre autres, il y a d'autres critères qui vont définir le contenu que vous devez avoir dans cette facture. Ok. Question suivante, et pas des moindres. Il existe pléthore d'offres aujourd'hui, Anna, sur les sujets de plateformes agréées. Et il y a notamment des plateformes agréées qui se positionnent comme étant des solutions gratuites. Que penses-tu de ces offres-là que l'on croise régulièrement? Alors, je les Rigole connais pas pas. toutes, Tu les connais pas toutes. j'en connais certaines, mais en tout cas, de notre point de vue d'éditeur, moi, ce que je peux dire, c'est que construire une PDP, ça représente un investissement important pour nous en tant qu'éditeur de logiciels. En tout cas, si on fait les choses correctement par rapport au cahier des charges imposé par la DGFiP. Et forcément, on cherche à amortir cet investissement. Et notamment, je parlais de ceux qui sont en marque blanche. Aujourd'hui, être en marque blanche et reposer sur une autre PDP, une autre plateforme agréée, ça veut dire payer un autre éditeur pour utiliser son service. Donc, j'imagine que les autres éditeurs vont devoir aussi amortir cette charge qui est la leur pour pouvoir servir leurs clients. Donc, il va falloir faire attention aux coûts cachés ou aux tarifaires à un moment donné qui vont venir, parce qu'il y a forcément un business model derrière ça et un enjeu pour l'éditeur qui propose une plateforme agréée, listée.
D'ailleurs, nous, chez Esker, on offre la possibilité à des éditeurs d'utiliser notre PDP en marque blanche. C'est déjà un service qu'on propose. On a d'ailleurs été sollicité par de grands éditeurs de RP. Donc voilà, il ne faut pas être naïf vis-à-vis de ça. C'est sûr qu'il y a un modèle derrière qui leur permettra de gagner de l'argent sur ça. Et je vais peut-être rajouter un petit élément, Anna, c'est sur le contour fonctionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un socle, un tuyau de transmission qui est annoncé sans surcoût. Mhm. Mais si on commence à parler d'archivage probatoire de la facture, de tableau de bord, de tableau de suivi, de portail client, etc., nécessairement, ça sera très probablement des coûts supplémentaires. C'est sûr. Et ça peut être en partie les coûts cachés qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Nous arrivons à la 5e question. Alors, est-ce que je prends par défaut la plateforme agréée de mon éditeur de logiciel? Et on a dédoublé cette question par est-ce qu'il faut que je déclare immédiatement ma plateforme agréée? Parce qu'aujourd'hui, on est sollicité pour accélérer sur les déclarations de plateforme agréée. Est-ce que je dois tout de suite prendre l'APA de mon éditeur et est-ce que je dois tout de suite m'engager et déclarer cette EPA? Alors, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que les entreprises, elles sont libres du choix de leur plateforme agréée, déjà. Mais que c'est important de le réfléchir et de s'informer en fonction de ses propres besoins. Encore une fois, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Donc, elles sont là aussi pour répondre à différents types de complexité que vous pouvez avoir dans chaque organisation. Maintenant, au niveau du choix en tant que tel de la PDP, ce qu'il faut savoir, c'est que la DGFiP aujourd'hui, elle impose désormais un mandat de consentement qu'on appelle mandat d'opt-in en anglais, pour garantir un consentement explicite de l'entreprise avant que la PDP puisse l'enregistrer dans l'annuaire. Donc, c'est important, en tout cas, de comprendre, pour répondre aux deux questions, qu'on peut choisir une plateforme agréée qui n'a rien à voir avec son éditeur de logiciel en tant que tel. On peut aussi choisir celle de son éditeur de logiciel si elle correspond à nos besoins. Donc c'est le Donc, besoin qui est le lead. En fait, hein, on est d'accord. exactement, c'est ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce choix, c'est important donc de signer ce mandat de consentement formel. Mais ça nécessite quand même d'avoir contractualisé avec cette plateforme agréée de manière explicite. Parce Donc il qu'on a suffit pas, été. c'est ça que tu es en train de nous dire, de compléter un formulaire en ligne. Comment ça se passe? Oui, en fait, il suffit pas de compléter ce formulaire en ligne. Encore une fois, il faut savoir quelle est l'offre derrière ce formulaire en ligne. Il faut savoir ce que la plateforme agréée a à offrir, combien ça va coûter explicitement. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de signer un contrat et ensuite de signer ce mandat d'opt-in une fois qu'on a signé ce contrat. Nous, par exemple, on a choisi de faire signer les deux documents en même temps pour justement que ça s'intègre dans un processus de contractualisation qui soit éclairé et Oui, donc c'est au consenti des deux moment parties. où le client choisit de fonctionner avec la PDPSCAR qu'il fait la démarche avec vous dans la liasse contractuelle en fait avec laquelle il souscrit, qui fait la démarche de faire cette déclaration. Exactement. Et c'est Et comme ça, dès exactement le qu'on. même parcours qui va proposer au client TEDescar, puisqu'on s'appuie bien évidemment sur la plateforme agréée d'Escar. Exactement. Et après, au moment où le client est prêt à être enregistré sur l'annuaire, nous, on a tous les éléments en notre possession pour pouvoir le faire de manière conforme. D'ailleurs, la Donc c'est DGFiP nous vous a qui allez au récemment. bout, c'est Oui, ça, c'est vous qui allez au bout de la déclaration au portail sur la base des informations collectées dans ces documents. exactement. Et ça, on a été
récemment contactés par la DGFiP pour nous rappeler ces bonnes pratiques, parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes agréées qui ne respectent pas ces étapes et donc ne peuvent pas garantir un consentement éclairé de la part des entreprises. Et donc de bien avoir un contrat PDP préalablement signé entre les deux parties qui n'a rien à voir avec ce mandat d'opt-in, qui est là pour juste expliciter ce contrat qui a été signé. D'accord, donc un éditeur va pas déclarer d'un coup tous ses clients. Il aura besoin, quoi qu'il en soit, de passer par cette étape de consentement Oui, avant de pouvoir inscrire ses clients pour de vrai sur la plateforme de l'État. C'est ça? exactement. Oui, Super. Merci Anna pour ces informations. Continuons sur l'idée reçue numéro 6. Je n'ai le droit d'avoir qu'une seule plateforme agréée. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est revenu très 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 souvent chez nous, qui était de dire, bon, bah de toute façon, il faut que j'en choisisse une pour tout. Est-ce que, Anna, tu as un avis sur ce sujet? bah au-delà d'un avis, c'est juste que c'est une possibilité d'avoir tout à fait plusieurs plateformes agréées. Rien n'empêche, selon encore une fois vos besoins, votre organisation interne, d'avoir une plateforme, par exemple pour la partie émission et une autre plateforme pour la partie réception. Oui, ça, je Si pense que c'est un c'était cas qu'on va croiser beaucoup, hein, Voilà, il y a probablement. d'autres entreprises qui utilisent une plateforme différente aussi pour le e-reporting explicitement. Donc voilà, c'est des choix en fonction de votre usage. Enfin, en tout cas, qu'il faut que ce soit cohérent avec vos flux et vos besoins. Donc, en termes de déclaration, je ne suis pas limitée à une seule déclaration, par conséquent. Je peux Non. déclarer autant de plateformes agréées que ce dont j'ai besoin pour faire tourner mon système. Oui, on parlait du mandat d'opt-in tout à l'heure. Ouais. Le mandat d'opt-in, il permet d'expliciter le consentement, de faire confiance à cette PDP pour recevoir ses factures pour des entités sirènes, sirettes définies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas signer un autre mandat d'opt-in pour une autre PDP en lui donnant d'autres droits sur d'autres sirènes, sirettes établies. Et alors, je vais aller un tout petit peu plus loin, Anna. Imaginons, j'ai fait le choix d'une PA à l'instant T qui répondait à mes besoins évoluent, je veux changer de fournisseur de PA parce que, je sais pas, j'ai un nouveau cas d'usage qui n'est pas couvert par ma PA historique, par exemple. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, tout à fait. C'est possible de le faire. Donc, on repart dans un parcours de déclaration, un nouveau parcours de déclaration de la nouvelle PA. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est déjà géré dans le mandat d'opt-in, c'est déjà prévu. Il y a des colonnes qui permettent d'expliciter l'ancienne plateforme agréée utilisée pour pouvoir faire cette bascule facilement. Cela dit, si on va au bout, c'est quand même mieux de s'assurer dès le choix initial qu'on a une PA qui répond C'est tout vraiment à l'objectif. nos besoins. Oui, c'est tout l'objectif. Si on a bien fait le travail en amont. Ça devrait bien se passer. Idée suivante. Euh, Mon éditeur de solution de gestion est prêt. Est-ce que tout le monde est prêt, Anna? Alors, c'est un petit peu présomptueux aujourd'hui de dire qu'on est tous prêts. Devenir PDP, ça demande de suivre encore une fois un cahier des charges qui est strict. Et la réalité, en plus, c'est que les commissions AFNOR aujourd'hui, elles viennent encore mettre à jour ce cahier des charges, sans compter que le PPF, donc le concentrateur de données, il n'est pas encore en production, il n'est pas encore à disposition des plateformes agréées pour être testé. Donc non, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est 100% prêt, mais par contre, on peut s'y préparer de manière sérieuse et étape par étape, puisqu'on a eu donc la mise à disposition de l'annuaire en phase de test et maintenant en production pour les plateformes agréées. D'ailleurs, il a été rendu disponible à la consultation hier. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site impôts.gouv pour aller retrouver l'annuaire en consultation.
Et nous, cet été, par exemple, on a déjà commencé à échanger nos premières factures électroniques, donc en conformité avec les attendus, grâce à l'annuaire qui a été maintenant mis à disposition d'une plateforme agréée A à une plateforme agréée B, pour prouver que notre solution et donc le flux 2, ce qu'on appelle le flux 2 donc entre PDP, fonctionne correctement. Donc, ça veut Et dire que si aujourd'hui, Anna, j'utilise la plateforme Esquerre, même si on n'est pas encore dans le contexte de la réforme, alors ça va me permettre de voir, d'identifier, de valider la conformité du flux que je dépose. voilà, tout à fait. Nous, on fait un contrôle préalable de la facture. On est capable de Donc, vous on est dire, déjà dans un contexte comme, comme dans un an, quoi. c'est ça. On est capable de dire si la facture est conforme. On est capable de l'envoyer donc à la plateforme agréée d'en face ou de la recevoir dans le cas où on est en réception. La partie qui manque, c'est la tuyauterie, on va dire, avec le concentrateur de données pour envoyer et reporter les données à la plateforme de l'État. Une fois que Donc, ça à sera part les fait, on derniers aura tout détails, lancé. derniers détails e-reporting qui sont pas encore tout à fait secs, si on parle, Oui, hein, on va considérer que la PDP, plateforme agréée Esquerre aujourd'hui, elle peut déjà permettre de valider, de tester vos flux et de vous mettre en condition comme si on était déjà dans un an. oui, tout à fait. Si on continue, Anna, la question suivante, la PDP, est-ce que la PDP a pour mission de conserver mes factures? Alors, pour moi, l'obligation d'archivage, elle reste inchangée. C'est quelque chose qui n'a pas été touché légalement parlant par la DGFiP. Donc, ça relève toujours de la responsabilité de l'entreprise. Certaines plateformes agréées peuvent proposer ce service en option, mais si elles le font et que c'est directement lié à leur infrastructure plateforme agréée, alors dans ce cas-là, cet archivage, il doit être fait en France ou dans l'Union européenne, comme c'est le cas chez Scare, par exemple, qui archive en France, pour une durée de 10 ans, comme c'était déjà le cas avant. Donc la Mais voilà, il plateforme faut bien agréée vérifier que n'est ça. pas obligée de fournir ce service, Voilà, hein. Quoi qu'il en soit, pour oui, l'entreprise, elle est obligée de archiver ces documents. Donc, si on veut aller jusqu'au bout du processus, d'un processus de démat complet du flux, bah, c'est compliqué de se passer de cette dernière étape qui est l'archivage légal. Qu'est-ce que t'en penses? oui. En plus, bon, c'est vrai que les plateformes agréées sont bien placées pour répondre à cette obligation. Donc forcément, celles qui vont apporter cette valeur, aujourd'hui, elle est importante pour avoir un process de bout en bout qui est 100% conforme, parce que la conformité passe aussi par l'archivage de la facture dans le temps. Donc c'est important de s'assurer qu'on a la solution la plus adéquate et la plus optimisée pour pouvoir eh bien, mettre à disposition ces factures en cas d'audit a posteriori. Alors, je vais te prendre de court peut-être, Anna, mais j'ai un élément complémentaire qui me vient à l'esprit là, sur lequel on nous sollicite ou en tout cas on nous challenge parfois en nous disant mais de toute façon l'archivage probatoire il va s'éteindre nécessairement. Demain il n'y en aura plus besoin. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler à l'occasion des échanges que vous avez eus avec la DGFiP, la FNOR, etc. Ou est-ce que c'est un bruit de couloir qui pour l'instant ne connaît pas de matérialisation, quoi. Ben non, pour moi, c'est toujours aussi important d'archiver de manière probatoire demain. Encore une fois, l'archivage, pour moi, c'est un non-sujet de la réforme. Aujourd'hui, il n'y a rien qui change
par rapport à cette réforme, si ce n'est peut-être l'outil que vous allez utiliser, mais les obligations, elles restent les mêmes. Ok, donc à garder en tête dans le périmètre d'un projet de démat, le sujet de l'archivage qui doit être couvert soit par l'APA, soit par un produit tiers, une solution tierce, si jamais l'APA ne le fournissait pas. En synthèse, on est d'accord là-dessus. Oui. Continuons. Dernière idée reçue. On arrive au bout de notre liste. Je ne me sens pas concernée par la réforme, car moi, mon job, c'est de faire du B2B à l'international, où je suis uniquement acteur B2C. Est-ce que je suis concernée ou pas par la RFE, Anna? Alors non, malheureusement, vous n'êtes pas exempté de la réforme si vous êtes en B2B international ou B2C. Ben, c'était tout le but de ramener le e-reporting dans l'équation. Au départ, c'est vrai qu'ils étaient très concentrés sur les factures électroniques au niveau domestique, donc France vers France, mais après, ils se sont aperçus que ben, l'écart de TVA entre ce qu'ils voulaient récolter et ce qu'ils récoltaient vraiment, bah, il résidait pas forcément que sur les factures B2B domestiques. Et donc vient l'obligation de e-reporting qui couvre donc ces flux. Et donc il vous faut une solution qui soit capable aussi de les gérer dans leur globalité. Et pour être plateforme agréée, par ailleurs, il faut être capable de gérer à la fois la facturation électronique et le e-reporting. Mais Ça le fait reste un grand d'avoir un... mystère, hein, ce sujet du e-reporting. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de questions, et notamment dans le contexte B2B. Euh, Moi, j'ai beaucoup de sujets autour des points de vente, de la génération des tickets Z, de la déclaration du e-reporting qui en découle. Est-ce que vous savez gérer ce sujet-là avec Escar? Ben oui, oui, tout à fait. Donc nous, on est en mesure de récupérer donc l'information présente dans les factures qui transitent par notre plateforme au fil de l'eau et de les agréger. On est capable aussi de récupérer ces fameux tickets Z des logiciels de caisse pour agrémenter le fichier e-reporting qu'on va devoir transmettre à l'État. Donc en fait, nous, à partir du moment où on voit transiter la donnée sur la plateforme, on est capable de la récupérer et de l'agréger tel qu'il est attendu par l'État. Et donc de faire cette concaténation pour vous et de pas donc juste vous demander de nous fournir ce fichier comme il est attendu, sachant que ben, ça peut être sur une période de 10 jours ou même plus en fonction du type d'entreprise. Donc ça fait beaucoup, en fonction du nombre de factures que vous traitez, ça peut faire beaucoup de données à À agréger. traiter. Mm, mm. Voilà. Euh, Merci Anna pour ces éclaircissements. N'hésitez pas, hein, surtout à venir poser des questions ou si vous avez besoin de compléter là dans le chat, on regardera ça juste après. Euh, Et puis un dernier point aussi, peut-être Dis-moi. sur l'international. Ah oui, Euh, bah oui, on n'a pas parlé d'international. Tout à fait. on parle beaucoup de e-reporting sur la partie internationale, mais le fait d'être capable de gérer le flux de bout en bout et donc d'avoir un acteur qui sait vous accompagner aussi sur l'envoi de vos factures à l'étranger, ça peut être un atout pour vous, justement pour donc envoyer ces factures et en même temps permettre à Esker de faire ce e-reporting pour vous puisqu'il aura déjà accès aux données de ces factures envoyées à l'étranger. Et oui, en l'occurrence, là, nous sommes, nous, énormément challengés sur les sujets de e-facture avec la Belgique, puisque la Belgique, eux, passe en obligation facture électronique janvier 2026. Oui, Donc, c'est demain matin. c'est ça. C'est encore Et plus tôt que c'est la vrai que, France. hein, pardon? Oui, ils sont C'est plus plus tôt rapides que que la nous. France. Mm. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de clients qui travaillent avec la Belgique aujourd'hui. Donc, en fait, avec une offre comme l'offre que l'on porte aujourd'hui entre Floa et Escar, on peut assurer la conformité avec la Belgique, hein, et en même temps assurer également la conformité avec la plateforme française, qui sont pas du tout sur les mêmes
même type de protocole, mais tout ça fonctionne parfaitement. On a déjà, nous, déployé des clients belges, des clients avec l'Italie, des clients avec l'Allemagne. Donc, on commence à avoir un petit peu d'expérience sur le sujet du déploiement à l'international. C'est très, c'est challengeant, mais ça va Oui, être notre sujet à tous dans les mois qui arrivent. oui, et puis c'est très important avec notamment l'initiative VIDA qui va faire de la facture électronique un standard en Europe dans tous les pays, donc d'autant plus impactant. C'est clair pour tout le monde de Vida. Si c'est pas clair, mettez-le dans le chat, on Oui, regardera, on faut vous préciser. apportera des réponses par rapport à ce sujet du Vida. VAT on the digital age, ça fait classe. La question complotiste, Anna. La question Oui. complotiste, hein? Qu'est-ce que vous allez faire avec mes données? Est-ce que vous allez espionner mes données? Qu'est-ce que vous allez faire comme traitement sur mes données? Est-ce qu'elles sont en sécurité avec vous? Alors, effectivement, non, nous, on n'a pas vocation à aller espionner les données de nos clients. Pour rappel, c'est le gouvernement qui nous mandate un peu d'agir à sa place, selon un cahier des charges, encore une fois, strict en matière de sécurité et de conformité. Donc, nous, l'objectif, c'est de s'y tenir. Les données de factures de nos clients, on les voit déjà passer aujourd'hui pour envoyer les factures. Il n'y aura pas de différence de traitement sur ces factures-là demain. Nous, le but, c'est d'accompagner nos clients dans leur chemin vers la conformité, de garantir ce cadre. Et en plus de ça, on sera audité, hein, je vous le rappelle, tous les 3 ans, pour vérifier qu'on respecte ce que le gouvernement nous demande, en matière de sécurité aussi notamment. Euh, Voire, il y aura même des audits annuels, des midi audits annuels de, de, de points avec les auditeurs pour s'assurer que rien n'est changé chez nous en l'espace d'un an. Donc, on va être quand même pas mal surveillé sur ces aspects-là. Merci beaucoup, Anna. Je pense qu'on a fait le tour de nos questions. Euh, Avant de nous avancer sur les questions qui arrivent là, assez nombreuses dans le chat, je vais vous afficher ici, pour mémoire, hein, pour ceux qui n'auraient pas retenu, mais bon, maintenant ça commence à devenir connu. Quel est le périmètre fonctionnel aujourd'hui que l'on couvre avec cette offre TEDescar? Donc, vous avez sur le côté droit du slide tous les services ESCAR aujourd'hui qui sont disponibles ou en cours de mise à disposition dans l'offre TEDescar. Donc, je vous disais, on est bien sur un périmètre fonctionnel complet d'ESCAR. On ne vient pas réduire fonctionnellement les offres ESCAR, mais on vient accélérer le déploiement, faciliter la connectivité. Donc, parmi les services disponibles, facture fournisseur, facture client, demande d'achat. Le portail client est déjà disponible. Le portail fournisseur aussi, c'est encore noté en cours, mais on n'est pas très très loin d'avoir tous ces éléments-là. Et le contrat fournisseur. Sur le côté gauche de la slide, vous avez du coup tout ce qui est connectivité. Et je profite en fait d'être sur ce slide-là pour répondre à une des questions qui m'a été posée concernant. Alors attendez, il faut que je me clique au bon endroit. Qui m'a été posée. C'est mal fichu ce truc. Voilà, qui me dit j'ai une liste de RP supportée par TEDescar. Je n'ai malheureusement pas vu un fort LN. Ok, on ne peut pas, c'est sûr, un standard là tout de suite proposer une communication live avec tous les ERP. Par contre, vous voyez là en bas à gauche, il y a un module qui s'appelle SourceFlex API qui est en cours de développement chez nous, qui va permettre en fait d'aller connecter cette offre-là à tout type de RP qui ne serait pas couvert par le standard du connecteur. Donc d'ici, alors j'ai pas encore les calendriers exacts sur la roadmap, mais à l'occasion d'un prochain événement, on pourra vous présenter cette roadmap pour vous projeter en fait sur la disponibilité de cette offre-là sur les ERP qui ne seraient pas là aujourd'hui dans la liste des standards qui sont couverts.
Je vais regarder d'autres questions, Anna. Alors, il y a peut-être des questions, je ne sais pas si on va savoir répondre à tout, mais on va essayer. J'ai une question là Mhm. qui est est-ce qu'un client qui facture encore avec Excel pourra envoyer ses factures avec Escar? Alors c'est rare encore les clients qui facturent avec Excel, mais Non. j'ai vu ça et je sais que nous c'est un sujet qu'on a montré en démo déjà. Euh, Alors, les factures enfin Excel. Excel. euh, Normalement, c'est plus trop toléré. Je crois qu'il y a encore quelques cas où c'est encore toléré, mais enfin bon, ça va disparaître forcément avec la réforme. Non, l'idée c'est de pouvoir créer ces factures avec autre chose qu'un Excel aujourd'hui. Je pense qu'il y a des outils qui existent relativement abordables qui vous permettent de créer des factures autrement que par Excel. Après, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on a déjà fait pour des clients, mais c'est vrai que ça tend à se perdre et peut-être que ça fait aussi partie des travaux et des besoins à cerner au moment où vous allez réfléchir à la plateforme agréée à choisir demain. Et pas que la plateforme, mais peut-être aux outils qui vont on va dire, être autour de cette plateforme agréée pour vous aider à créer vos factures en conformité avec la loi. Parce que l'Excel, normalement, c'est plus trop autorisé. Alors j'ai des petites questions un peu plus techniques, Anna. Dis-moi si tu connais la réponse. Si c'est pas le cas, on aura la possibilité bien sûr de revenir vers vous avec du détail. La question c'est si je change de PA demain, est-ce Hmm. que je pourrais récupérer mes historiques? Ah, c'est une super bonne question. Euh... Eh ben, oui, j'ai Christian la qui nous a réponse. posé cette question. Christian, j'ai la réponse, c'est pas vraiment la réponse. C'est des discussions en cours pendant les commissions AFNA, de voir comment on peut s'organiser entre plateformes agréées pour justement transférer ces historiques ou avoir un moyen un petit peu commun entre tous de fonctionner. Donc c'est un problème identifié. Par contre, on n'a pas encore de solution apportée à date, en tout cas sur ce sujet, qui paraît entre guillemets moins prioritaire dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas abordé d'ici la fin des commissions. Oui, donc le sujet est sur la table, ça fait partie des questions qui sont posées, donc nécessairement, à un moment donné, une possibilité sera ouverte pour pour permettre ce changement de PA. Là, on en est à choisir sa PA pour démarrer. On n'en est pas encore à changer de PA. Une petite question supplémentaire, hein, qui est plutôt une question là de modèle, hein. La question c'est le modèle de PA intégré au logiciel de gestion commerciale et de compta sera forcément moins cher qu'avec une solution de PA distincte. Alors là, je vais commencer Anna. Ben non, pas nécessairement. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Anna sur les slides. Ce qu'il faut regarder, c'est un ensemble de coûts. Donc effectivement, quand vous allez souscrire à une PA, par exemple, si je prends les tarifs qui sont appliqués par nous là sur la partie TEDescar, on a un tarif au flux qui inclut l'intégralité du service. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de supplément à rajouter, il n'y a pas, tout est compris, hein. Donc on a un coût clair, net, tout compris. En face, hein, ah bah, vous allez avoir des offres à tiroir. C'est-à-dire que pour obtenir un même périmètre fonctionnel, alors il va falloir multiplier les coûts. Donc non, une PA intégrée au logiciel de GESCO et Compta ne sera pas nécessairement moins cher une fois que vous aurez rajouté les tableaux de bord, une fois que vous aurez rajouté l'archivage, une fois que vous aurez rajouté des espaces de stockage éventuellement, une fois que vous aurez rajouté tout ça mis bout à bout, ça se calcule. Ça doit se comparer et ça doit toujours se comparer à ISO périmètre. Exactement. Je pense que la vraie question, c'est de quoi on parle quand on compare les deux. C'est vraiment clé.
Et alors là, j'ai une question qui va ravir Marion, notre chargée de marketing qui nous écoute actuellement, puisque c'est une super idée de contenu à réaliser. Auriez-vous une liste des questions que doit se poser le client pour identifier ses besoins et choisir son ou ses PA? Exemple, DI, ticket Z, stockage probatoire, lien GESCOM, lien compta. Ah ben, on va vous préparer ça avec grand plaisir. Je pense que ça fera l'objet d'un contenu sur l'une de nos prochaines newsletters. Peut-on facilement changer de PA? En général, on est engagé sur 3 ans. Eh ben, ça dépend des offres commerciales, hein. Certaines PA aujourd'hui font des engagements sur 3 ans. Nous, en l'occurrence, on n'engage personne sur la durée. C'est vraiment une question de modèle économique. Ça ne vient pas impacter la possibilité officielle de pouvoir changer de PA. Vous pouvez toujours changer de PA. Après, si la PA vous a engagé contractuellement dans un modèle sur 3 ans, eh ben, il faudra peut-être attendre la fin de l'engagement ou lire les petites lignes dans le contrat pour voir dans quelles conditions en fait il est possible de changer de service. Aura-t-on les slides? Bien évidemment, tout ça va vous être partagé à la suite de l'événement. On a encore quelques questions. Je vous propose, si vous voulez, on arrive au terme là de l'événement. On va peut-être se quitter là et les questions complémentaires, soit on va revenir vers vous individuellement directement, soit on fera comme pour la question précédente que j'ai citée, un contenu spécifique à vous partager. Pour aller au bout du bout. Donc, on a parlé d'une offre aujourd'hui, mais on n'a rien montré. Sauf que nous, chez FlowWeb, on aime bien montrer des services qui fonctionnent et qui sont efficaces. Donc, ce qu'on vous propose pour tous ceux qui y participent aujourd'hui, c'est si vous le souhaitez nous rejoindre le 1er octobre à 11 h, on fait spécialement pour vous, dans la continuité de la présentation d'aujourd'hui, une présentation du produit. Donc, ce sera aussi l'occasion, là, je pense que les questions elles vont continuer à arriver, ça va continuer à mûrir. Ça sera aussi l'occasion, le 1er octobre à 11 h, de pouvoir échanger avec Claude sur le périmètre produit et voir exactement jusqu'où vous pouvez aller avec l'offre TED et Esquire. On va se dire le petit mot de la fin, Anna. Oui. Je remercie vraiment tout le monde d'avoir tous les participants et je te remercie toi particulièrement de nous avoir accordé cette petite heure sans compter les travaux préparatoires en amont. Je te remercie pour les éclairages que tu nous as apportés, ce point de vue un peu différent du point de vue produit et pratico-pratique qui peut être le nôtre, pour essayer de désamorcer, en tout cas d'apporter des réponses un petit peu plus, avec un peu plus de hauteur. On n'hésitera pas à te solliciter, je pense. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas. C'est très instructif aussi d'aborder ce thème sous ces angles d'idées reçues. Très bonne idée. Euh, bon, merci à tous. N'hésitez pas encore, les questions, ça reste encore un petit peu ouvert. On va collecter tout ça. On a été ravis de présenter cet événement avec vous. Inscrivez-vous pour l'événement du 1er octobre. Vous allez recevoir l'invitation pareil dans la foulée du replay. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau partage d'informations sur les offres de Floa. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt.